Allez, c'est parti pour cette dernière ligne droite de cette journée du MMA Forum. On va maintenant parler de data mobile et de privacy. Un sujet important parce que pour un annonceur et acteur du marketing mobile, on le sait, la data, c'est un peu la mère des batailles, celle qui va nous permettre de mieux cibler, être plus performant, avoir plus de productivité dans mes investissements publicitaires. Le mobile est très riche en termes de data et on est à un moment où le RGDP nous met en face de nos responsabilités et finalement on doit trouver un équilibre entre respect de la vie privée et utilisation des données personnelles. La MMA, pardon, excusez-moi, je dois faire un... J'ai mes notes qui sont parties. La MMA est accompagnée dans ses travaux par la CNIL qui nous accompagne pour répondre aux différentes questions de nos membres. On va avoir tout de suite un entretien avec Clémence Scottet qui est la responsable du service affaires économiques de la conformité, de la direction de la conformité à la CNIL et qui est dans tous les sujets chauds du moment et notamment toute la concertation avec le marché sur le sujet e-privacy. Donc je vous demande d'applaudir pour l'accueillir. Un entretien animé par Jérôme Bouteiller. Bonjour Clémence Scottet, merci d'être avec nous à ce Mobile Marketing Forum. Donc vous êtes en charge du service des affaires économiques de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et on va fêter, je crois, l'année prochaine, les 40 ans de la loi informatique et liberté. C'était en 1978. Est-ce que la France doit être fière de disposer d'une telle législation en matière de protection des libertés individuelles ? Effectivement, il faut savoir que la France a toujours été pionnière dans ce domaine-là. La directive européenne qui a imposé les mêmes réglementations dans tous les États membres date, elle, de 1995. Et finalement, s'est inspirée fortement de ce qui a été adopté en France en 1978, suite à un scandale, il faut le savoir, un scandale en matière de fichiers informatiques qui pourrait s'assimiler un petit peu au Snowden de l'époque. Juste pour la minute historique qui est intéressante à connaître, il faut savoir que la CNIL et la loi informatique et liberté a été créée suite à un scandale lié à une publication de Le Monde, du journal Le Monde, appelé Safari ou la chasse aux Français. Alors, il faut savoir que les informaticiens de l'époque qui travaillaient pour le ministère de l'Intérieur ont finalement laissé fuiter une information, laissé entendre que le gouvernement voulait centraliser l'ensemble des fichiers des administrés au niveau du ministère de l'Intérieur, ce qui a créé un scandale, créé une commission spécifique chargée d'éditer des règles destinées justement à éviter de mettre des personnes dans des cases, finalement les stigmatiser via l'informatique et créer une société de surveillance sur laquelle la société française est particulièrement sensible. En tout cas, c'était une grande crainte dans les années 70 et la question, effectivement, est toujours d'actualité. La France avait donc 25 ans d'avance, si je comprends bien, sur ses partenaires européens et elle a encore beaucoup d'avance sur beaucoup de pays dans le monde. Néanmoins, il y a la volonté de moderniser peut-être ces textes avec de nouveaux dispositifs qui arrivent l'année prochaine, le RGPD en mai 2018, e-privacy sans doute en 2019. Il fallait s'adapter à de nouveaux usages ? Alors, la loi informatique et liberté, finalement, est toujours valable aujourd'hui. Elle éditait des grands principes, des principes qui étaient valables en 78 comme aujourd'hui, des principes que tout le monde peut entendre, cela dit. L'idée est de dire que vous ne traitez de l'information qu'à partir du moment où c'est pertinent, où vous avez une finalité qui est légitime, c'est du bon sens. Et finalement, ce que vise le règlement et ce que visait aussi la directive de 95 qui a été intégrée en France en 2004, c'est d'adapter le vocabulaire, adapter les règles et peut-être les expliciter au monde contemporain. Typiquement, en 78, on avait quelques fichiers. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire, avec la data qui devient le pétrole de l'économie numérique, etc. et la multiplication des capteurs de toutes sortes, quand on parle de vidéos, d'objets connectés ou simplement de mobiles, et c'est justement de ça dont on parle aujourd'hui, on est en capacité de capter beaucoup plus d'informations, de stocker et de personnaliser beaucoup plus l'ensemble des messages qui sont adressés à la population. Donc, encore une fois, l'idée, avec le règlement européen, est finalement de prendre la base qui relève du bon sens, encore une fois, qui vise à protéger la vie privée des personnes et à lui donner une
consistance en termes de règles concrètes et peut-être plus développée. Un point sur lequel j'aimerais insister aussi à ce propos, c'est qu'on présente souvent le règlement général sur la protection des données, donc qui entrera en application en mai 2018, comme une révolution. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans qui ne sont absolument pas nouvelles, voire qui étaient actées par la loi de 78. Le règlement se contente dans de nombreux domaines d'expliciter ces règles et d'expliquer comment est-ce qu'on recueille un consentement, qu'est-ce qu'un consentement valable, pour vous donner des exemples. Rappeler que, par exemple, une adresse IP ou même des données qui sont collectées via des traceurs sont des données personnelles, et ainsi de suite. Donc on n'est pas face à une révolution, on est face à une adaptation de la réglementation. Voir une clarification. Exactement. Et un durcissement des sanctions. Et un durcissement des sanctions, et une volonté surtout au niveau européen de créer un marché européen harmonisé entre les différents États membres, parce que les transpositions étaient un petit peu différentes en fonction des États, et surtout une harmonisation qui s'applique aussi aux acteurs américains ou hors Union européenne, qui cibleraient un public européen. Alors on commence en tout cas à avoir des textes circuler, même s'ils ne seront officialisés que dans quelques mois pour RGPD et sans doute dans un an ou deux pour e-privacy. Et dans les premières versions des textes, on avait le sentiment qu'on parlait finalement relativement peu du mobile, alors qu'on a vu tout au long de cette journée que le mobile est aujourd'hui central dans les usages. Est-ce que les textes finaux seront mobile first et parleront plus spécifiquement de cet écosystème ? Alors, il faut savoir que le législateur, de manière générale, s'attache à la neutralité de ces textes. Et en fait, la loi informatique et liberté, comme le règlement, ne parle pas de mobile, ne parle pas de display, évoque effectivement pour le règlement les cookies ou l'adresse IP comme exemple, mais ça ne vise pas une technologie particulière. Ça ne se limite pas aux cookies, hein, c'est juste un exemple de traceur. Typiquement pour e-privacy, sur lequel on pourra revenir, ce qui est dit, ce n'est pas les cookies sont soumis au consentement, ce qui est dit, attention, accrochez-vous, parce qu'il faut... Voilà. C'est que toute action consistant à inscrire une information dans un terminal ou à accéder à des informations dans ce terminal est soumise au consentement. Ce qui permet en fait de couvrir toutes les technologies de traçage, qu'il s'agisse de fingerprinting, de cookies ou de device ID dans les applications. Exactement. Donc c'est pas parce que le texte ne mentionne pas les device ID que le device ID n'est pas concerné. Et qu'il n'était pas concerné aussi, je le rappelle, par la directive e-privacy qui elle est applicable en France et qui parle aussi de consentement. Donc les exemples qui parlaient de cookies, peut-être dans un an et demi, pourront aussi parler de device ID pour être en phase avec les usages du secteur. Il y a clairement une marge de progression sur la communication qui a été faite sur cette réglementation, ou peut-être qu'on n'a pas assez communiqué sur le fait qu'elle s'appliquait au système de traçage et de suivi publicitaire sur les mobiles. Mais effectivement, l'ID est concerné. Ça, c'est définitif et c'est toujours le cas. Enfin, c'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. Alors vous le disiez, la CNIL a été créée suite à un scandale médiatique porté par un journal, Le Monde, il y a près d'une quarantaine d'années. Et on a eu une rentrée un peu mouvementée aussi, avec pas mal d'articles assez critiques sur les nouvelles pratiques du secteur, des pratiques dont on a pu parler aujourd'hui. En quoi la géolocalisation des mobinautes à des fins publicitaires est un sujet finalement différent des autres formes de ciblage ? Il faut savoir que la géolocalisation, et là je pense que je parlerai à tout le monde en tant que consommateur, la géolocalisation est comme une donnée très intrusive. On parle quand même de savoir, avec une fréquence qu'on a pu constater comme très forte dans le cadre de nos propres études à la CNIL, donc de savoir à tout moment où se trouve la personne, si je sais où est-ce que vous êtes, je sais où est-ce que vous habitez, je sais où est-ce que vous travaillez, je sais quel lieu vous fréquentez, potentiellement quelle est votre religion, parce que bien sûr je vais identifier les lieux de culte dans lesquels vous vous rendez, éventuellement je vais connaître vos orientations sexuelles et ainsi de suite. La géolocalisation... En fréquentant un lieu de culte ? Là, je n'ai pas donné d'exemple, mais je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus sur ce terrain-là. Mais vous voyez, l'idée c'est qu'avec la géolocalisation, on connaît votre entourage, on connaît vos habitudes, on peut déduire énormément de choses, et ça pose des questions sur un principe fondamental qui est la liberté d'aller et venir. Donc partant de là, la CNIL, comme les CNIL européennes, a toujours affirmé que la géolocalisation fine nécessite un consentement préalable éclairé de la personne. Et concrètement, ça passe par... Ça passerait par exemple par une case à cocher disant nous vous informons, souhaitez-vous être géolocalisé pour tel objectif. Et généralement, derrière, vous devez avoir un moyen de savoir par qui, pour pouvoir éventuellement revenir sur un consentement que vous auriez pu apporter.
Donc c'est un sujet évidemment sur lequel on va travailler dans les prochains mois au sein du groupe de travail présidé par Nicolas Rieul, évidemment pour faire converger toutes les problématiques. Il y a un autre sujet, c'est qu'on peut travailler de bonne foi sur ces questions d'obtention du consentement et dans un écosystème avec des places de marché, des bases de données diverses et variées, on peut peut-être perdre la trace du consentement. Donc il y a un vrai sujet sur cette traçabilité du consentement. Alors oui, justement, une précision par rapport à ça. La traçabilité du consentement, on en parle beaucoup en ce moment, notamment parce que le règlement dit que désormais, vous devez conserver la trace et la preuve du consentement. Ce qui n'était pas dit explicitement avant par la loi, mais ce qu'on exigeait quand même, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive en contrôle, par exemple au niveau de la CNIL, on va demander, merci de nous démontrer que le consentement a effectivement été collecté et collecté de manière conforme. Donc, il faut savoir que la CNIL et le G29, c'est l'ensemble des CNIL européennes en fait, est en train d'éditer des lignes directrices pour expliquer quelles sont nos exigences en matière de traçabilité. Là, encore une fois, on applique des critères de bon sens. L'idée n'est pas de surcollecter de la donnée pour arriver à une preuve qui soit acceptable. L'idée, c'est de prouver que vous avez effectivement à un instant T collecté le consentement, par exemple, via une case à cocher. Ça peut être une page d'écran, par exemple, avec la case à cocher présente et un eurodatage qui correspond également à la date de collecte de l'information. Voilà, c'est un faisceau d'indices que chaque professionnel va devoir se préconstituer en fonction du contexte de collecte de l'information. Et ce qu'on va demander avant tout, c'est de vérifier que le consentement a été coché, le lapsus, a été collecté de manière spécifique, donc pas noyé dans des conditions générales d'utilisation, qu'il a été donné en connaissance de cause, donc qu'il a été accompagné d'une information qui va au-delà de « Bonjour, nous collectons votre donnée de géolocalisation ». Je veux savoir pourquoi ma géolocalisation a été collectée. Et ensuite, on va vérifier que ce consentement est libre, et ça c'est important. C'est-à-dire que, typiquement, l'accès à l'application, qui n'a pas besoin de la géolocalisation pour fonctionner, n'est pas conditionné au fait que j'ai accepté que ma géolocalisation soit collectée à des fins notamment marketing. Et votre pari, c'est que tout le marché va aller dans le bon sens et que les acteurs qui ne sont pas en mesure de garantir cette obtention du consentement sortiront naturellement du marché ? Alors, le pari, il est forcément la réglementation. Encore une fois, cette réglementation est beaucoup plus, nous donne des outils qui sont peut-être beaucoup plus crédibles qu'avant. Encore une fois, il y a l'augmentation des sanctions. On parle de 4% du chiffre d'affaires global. Donc pour un GAFA, ça se chiffre en milliards de dollars potentiellement. Voire une possibilité aussi de dire arrêter le traitement, ce qui peut avoir quand même un impact assez important, notamment quand on parle de CRM ou même d'alimentation de DMP. C'est un panel de sanctions qui s'applique au niveau français comme au niveau européen. Donc ce qui est intéressant dans ce nouveau mécanisme, c'est petit a, l'augmentation des sanctions, et surtout, petit b, le fait qu'on va se mettre d'accord avec nos homologues et que tout ce que la CNIL va pouvoir dire va forcément avoir un impact sur le marché. On ne pourra pas juste passer la frontière pour passer et restaurer la frontière anglaise, peut-être. À partir du moment où vous voulez vous adresser à un public européen, où que vous soyez, vous êtes touché par la réglementation. C'est tout l'intérêt de cette démarche. On ne pourra pas échapper, en tout cas, à cette nouvelle... On a les moyens pour assurer un suivi, on va dire, de l'application de la réglementation. Est-ce qu'en durcissant la législation et avec cette menace de sanctions, il ne pourrait pas y avoir des effets, entre guillemets, secondaires qui seraient de dire, quitte à demander le consentement, je vais tout simplement demander aux gens de se loguer. Et en fait, il y avait un objectif un peu de privacy by design derrière ces textes, et on pourrait arriver à un environnement où finalement, la plupart des médias, par exemple, imposeraient un login obligatoire, ce qui pourrait être peut-être contradictoire avec cette notion de privacy by design. Alors, juste, il faut savoir que l'environnement logué n'est pas foncièrement contraire au principe de protection de la vie privée. Lorsque vous vous loguez quelque part, vous savez pourquoi et ainsi de suite. Et finalement, c'est un environnement qui peut être maîtrisé. Donc, on a fondamentalement rien contre au niveau de la CNIL et au niveau du principe de vie privée, de protection de la vie privée. Donc, rien contre des univers logués. Par contre, un point... peut-être un fantasme que j'aimerais bien lever, ce n'est pas parce que j'arrive sur un univers logué, que je coche la case « j'accepte les CGU » que j'ai accepté que ma géolocalisation soit prise en permanence, soit collectée en permanence. Que je sois dans un univers logué ou pas, je vais devoir avoir un acte, enfin plutôt manifester une volonté bien spécifique pour la géolocalisation qui se distingue complètement de mon usage de l'univers logué. C'est deux sujets différents. Exactement. Donc est-ce que l'univers logué est une réponse pour éviter d'avoir à recueillir un consentement? Non, clairement non, parce que le consentement doit être spécifique. Ça ne changera pas fondamentalement la donne. Ça peut, en fait, là où l'univers logué a effectivement créé un avantage, c'est qu'effectivement vous êtes en direct
avec la personne concernée, vous êtes en mesure de communiquer avec elle et peut-être de communiquer mieux ou plus précisément sur les différentes finalités de traitement. Alors une question qui est peut-être plus économique, qu'on pourrait aussi poser à d'autres instances, comme le Conseil de la concurrence, mais est-ce que ces textes aujourd'hui, ils vont fragiliser les acteurs européens de la publicité ou au contraire peut-être rééquilibrer la concurrence avec des grands acteurs plutôt américains ? C'est justement c'était l'objectif initial du législateur européen, à savoir créer un marché unique, sécurisant, et qui donne justement une égalité de traitement entre les acteurs hors Union européenne qui ciblent un marché européen et les acteurs européens. Justement, on essaie de pousser ce message au niveau de la CNIL, mais il est exact, il est vrai, et d'ailleurs il est confirmé par certaines initiatives d'acteurs américains qui voient la protection de la vie privée comme un avantage concurrentiel. C'est que vraiment, aujourd'hui, on est sur une phase de transition. Il y a une forme de méfiance qui se manifeste par différents canaux de l'ensemble des internautes sur leur capacité à confier des informations sur Internet, sur le fait de vouloir utiliser leur véritable identité, leur carte bancaire et ainsi de suite. Cette confiance, il s'agit de la remonter aujourd'hui, plutôt d'éviter de scier la branche peut-être sur laquelle vous êtes assis, en recréant des mécanismes qui donnent le sentiment et même l'assurance aux personnes qu'elles ont le contrôle. L'avantage du règlement européen, c'est qu'il donne les outils qui vous permettent de vous organiser en tant que professionnel pour assurer une transparence, assurer une traçabilité des actions et assurer un contrôle sur les données, y compris un contrôle offert à la personne concernée. Donc ça peut être un avantage concurrentiel. Et donc votre pari, c'est que les entreprises européennes qui vont adopter ces nouvelles législations tout de suite vont avoir un avantage compétitif par rapport à des grands groupes peut-être qui vont tarder ? Alors justement, ça va créer la différence, et ça va créer la différence sur un sujet qui finalement est le véritable... Le nouveau message commercial, d'ailleurs, qu'on retrouve chez pas mal d'acteurs américains, que je ne citerai pas, mais certains ont développé des systèmes de paramétrage protecteurs de la vie privée ou des systèmes de push qui permettent d'avertir les personnes d'une collecte non consentie de données et ainsi de suite. S'ils se placent sur ce terrain-là, c'est bien évidemment parce qu'il y a un intérêt et un intérêt d'amélioration de la confiance de leurs utilisateurs. Donc il est temps que les acteurs européens saisissent cette opportunité. Et ils seront peut-être et certainement mieux outillés que d'autres acteurs pour se confronter au problème. Très bien, merci Clémence Côté pour ce témoignage.